Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite les secrets du zodiaque. Une découverte extraordinaire a été faite dans un ancien temple égyptien lorsque les archéologues ont déblayé 2000 ans de crasse. Sous une couche incroyablement épaisse de poussière, de gravillon et de suie, les archéologues ont dévoilé d'anciens symboles du zodiaque. Ces signes astrologiques très anciens pourraient changer notre vision de l'astrologie et de l'horoscope. Ce temple était déjà célèbre pour son plafond astronomique et son lien avec le cosmos. Mais aujourd'hui, après avoir enlevé la crasse, une équipe d'égyptologues a dévoilé un ensemble complet de signes astrologiques, les 12 symboles du zodiaque égyptien, du bélier au poisson. Et vous vous demandez peut-être quelle était la signification du zodiaque dans l'Égypte ancienne. Les experts de l'université de Tübingen affirment que seules les personnes les plus riches de la société égyptienne voyaient leur tombe décorée de symboles zodiacaux. Les textes astrologiques étaient extrêmement importants pour les rituels funéraires, et des sortes d'horoscopes antiques ont même été retrouvés inscrits sur des jarres en poterie, et des symboles astrologiques étaient souvent gravés sur les sarcophages. Il y a 2000 ans, les gens étaient donc tout aussi obsédés par le zodiaque qu'ils le sont aujourd'hui. Mais pas sûr qu'ils leur disaient qu'ils allaient bientôt trouver l'amour ou bien que c'était le bon moment pour investir. C'était vraiment très intéressant. Cependant, le seul endroit où l'on ne voit généralement pas de symboles zodiacaux, c'est à l'intérieur des temples. C'est ce qui rend cette nouvelle découverte à Luxor si inhabituelle. Et certains symboles sont faciles à reconnaître, comme le Sagittaire. Et même à l'époque, le Sagittaire était représenté par un centaure archer. Sauf que les Égyptiens lui rajoutaient également des ailes et une queue hérissée. Et la prochaine fois que quelqu'un vous dira que l'astrologie est une invention moderne, montrez-lui le temple d'Esna. Ce lieu prouve que les Égyptiens étaient fascinés par l'astrologie, même si c'était plutôt vers la fin de l'Égypte dynastique, avant la mort de Cléopâtre. Mais le zodiaque lui-même est beaucoup plus ancien et remonte à l'époque de Babylone. Les Égyptiens au Grand Canyon. Parlons maintenant d'une découverte qui était censée changer l'histoire de l'archéologie, mais elle aura finalement changé l'histoire des canulars archéologiques. Ça se passe dans le Grand Canyon, aux États-Unis. Cette merveille de la nature mesure près de 365 km de long et peut même atteindre par endroits jusqu'à 28 km de large. Plusieurs nœuds et recoins du canyon n'ont tout simplement jamais été explorés. La tribu des Hopis, qui vivait dans la région, croyait qu'il s'y cachait un portail vers l'au-delà. Mais la croyance la plus choquante et la plus troublante liée au Grand Canyon est sûrement le fait qu'il aurait abrité une cité égyptienne souterraine. En tout cas, c'est ce qu'avait prétendu un groupe d'explorateurs en 1909. Un groupe mené par un légendaire explorateur et archéologue qui travaillait à l'époque pour la très prestigieuse Smithsonian Institution, G.E. Kincaid, qui était accompagné par un anthropologue, un certain S.A. Jordan. Ils auraient découvert une série de petits embranchements dans le Grand Canyon, dans lesquels ils auraient retrouvé, et je parle bien au conditionnel, l'entrée d'une caverne qui, selon leur dire, était presque invisible et très difficile d'accès. Mais après avoir dégagé l'entrée, ils auraient découvert d'énormes tunnels remplis d'artefacts et d'objets en tout genre, parmi lesquels des statues, des vases, des armes et plusieurs autres reliques d'anciennes civilisations. En réalité, Kincaid décrit dans ses notes une sorte de cité souterraine immense avec plusieurs chambres, des couloirs gigantesques, des autels religieux et même des momies et des hiéroglyphes. Mais ce qui est vraiment choquant dans toute cette histoire, c'est que ces objets n'étaient pas du tout originaires des cultures natives américaines. Les explorateurs les ont même décrits à caractère égyptien et parfois même tibétain. Et suite à la découverte, des organes de presse très renommés pour l'époque en ont fait leur couverture, comme par exemple des Arizona Gazette. Mais très vite, l'histoire a complètement été refutée par la Smithsonian Institution. Ils auraient même destitué Kincaid et Jordan de leur poste et fait disparaître leur rapport. Et plusieurs spécialistes estiment que ce n'est rien d'autre qu'un énorme canular. Mais d'autres pensent toujours, même aujourd'hui, au contraire que Kincaid n'avait aucune raison de mentir et qu'il avait en plus une très grande réputation qu'il n'aurait pas risqué pour une telle bêtise s'il n'était pas convaincu de ses dires. L'histoire n'a fait que détruire sa carrière, surtout que cette histoire rejoint les légendes des populations natives. Et d'ailleurs, Kincaid lui-même aurait apparemment écrit dans ses notes que chez les Indiens Hopis, la tradition raconte que leurs ancêtres vivaient autrefois dans un monde souterrain du Grand Canyon,
jusqu'à ce que des dissensions surgissent entre les bons et les méchants, les gens d'un cœur et les gens de deux cœurs. Aujourd'hui, l'histoire est considérée comme un très grand canular, mais certains s'obstinent toujours à chercher l'entrée de cette mystérieuse caverne, toujours en vain. L'épopée de la création. Babylone n'est pas seulement le lieu où le zodiaque a été créé, elle abrite également une histoire très intéressante sur l'origine de l'humanité. Avez-vous entendu parler de l'Enuma Elish? Il est également connu sous le nom des 7 tablettes de la création. Et si vous en avez déjà entendu parler, vous savez que l'Enuma Elish contient des informations sur la création de l'espèce humaine. Et vous savez très certainement également que le mythe babylonien de la création est presque identique au récit du livre de la Genèse dans la Bible. L'Enuma Elish n'est pas un artefact unique, c'est le nom d'un mythe de la création que l'on a trouvé inscrit sur de nombreuses tablettes à travers l'ancien royaume babylonien. Des tablettes portant cette histoire ont été retrouvées à Kish, Ashur, Sultan Tepe et dans la légendaire bibliothèque de Ninive. Et ces tablettes datent d'environ 1200 avant l'ère commune, soit il y a à peu près 3200 ans. Cela dit, les experts pensent que l'histoire est encore plus ancienne. Les tablettes d'argile inscrites sont probablement une copie d'une version beaucoup plus ancienne de l'histoire, datant d'il y a plus de 4000 ans. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Selon l'Enuma Elish, au commencement était le chaos, un tourbillon d'énergie chaotique, de l'eau en furie qui traversait l'univers en spirale. De ce chaos naquirent deux ruisseaux, l'un d'eau douce pure et l'autre d'eau salée amère. Apsu était le dieu de l'eau douce, Tiamat était la déesse de l'eau salée, et le mélange entre guillemets de ces deux grandes entités a donné naissance aux dieux. Mais ces nouveaux dieux étaient agacés par leurs aînés et ont donc déclenché une guerre. Ces ingrats. Cela ressemble beaucoup aux contes grecs sur les dieux et les titans et la façon dont ils se sont fait la guerre. Et tout comme Zeus a gagné cette guerre, le dieu champion Marduk aurait gagné la guerre contre les dieux les plus âgés et aurait vaincu Tiamat. Et à partir du cadavre de Tiamat, Marduk créa le ciel et la terre. Il créa ensuite les êtres humains à partir des corps des autres dieux aînés défunts. Mais vous vous demandez peut-être comment la découverte de ces tablettes d'argile peut changer l'histoire. La vérité est que l'Enuma Elish l'a déjà fait. Au début du 19e siècle, on pensait que les livres de l'Ancien Testament étaient parmi les plus anciens du monde, et de nombreux scientifiques s'accordaient à dire que la Bible était une histoire totalement originale, écrite à l'aube des temps. Mais avec l'essor de l'archéologie et la découverte d'histoires beaucoup plus anciennes, la compréhension de notre monde a énormément changé. Les chercheurs savent désormais que les histoires de la Bible ressemblent à des récits provenant de légendes bien plus anciennes. Même l'histoire de Noé et de l'Arche provient de Sumer, où un mythe du déluge très similaire a été écrit des siècles plus tôt. Et il y a encore une chose à savoir sur l'Enuma Elish. Certains chercheurs pensent que l'histoire de l'origine de l'humanité est réelle, même si les détails du récit vont à l'encontre de la science dominante. Mais il en va de même pour tout ce qui touche à la spiritualité ou à l'au-delà. Les géants d'Égypte. L'histoire que je vais vous raconter est très déconcertante et difficile à croire. Tout a commencé en 1988 avec un homme nommé Gregor Spori. Ce n'était pas un égyptologue ni même un scientifique. C'était un propriétaire de club suisse qui s'intéressait à tout ce qui était égyptien. Il s'est rendu en Égypte pour s'imprégner de la culture, mais sa vie en a été changée à tout jamais. Grégor était convaincu que l'Égypte ne se résumait pas seulement à quelques monuments de pierre et des momies. Il pensait que la grande pyramide était une sorte de batterie cosmique, et il aurait même soudoyé les gardes pour être autorisé à ramper dans les tunnels de la pyramide. Tout ça dans l'espoir de ressentir une étincelle d'énergie. Bien sûr, cette étincelle d'énergie n'est jamais arrivée et ce fut terriblement décevant pour lui. Il a même placé une bouteille d'eau au sommet de la grande pyramide, pensant qu'elle exploserait sous l'effet de l'énergie cosmique, mais sa bouteille est simplement restée là et rien ne lui est arrivé. Mais pour autant, Grégor n'était pas découragé. Un barman suspicieux de l'hôtel où il logeait lui aurait donné un tuyau. Le barman lui a suggéré de faire une excursion à environ 2 heures du Caire, dans le quartier de Biroukers de Sadat City. Grégor bien sûr accepte, désespéré de découvrir un secret que tous les égyptologues qui l'ont précédé ont manqué d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Grégor s'est retrouvé dans une ferme où on lui a présenté un certain Naguib
issu d'une très longue lignée de pilleurs de tombes. Et Naguib aurait possédé un artefact très spécial qui appartient à sa famille depuis plus d'un siècle et demi. Il n'était pas disposé à s'en séparer, mais il aurait accepté que Grégor le photographie et le tripote un peu pour 300 $. Moi je pense qu'il s'est fait pigeonner. C'est de la poudre de perlimpinpin. Naguib montre à Grégor l'objet le plus étrange qu'il ait jamais vu. Et d'une boîte en bois, Naguib sortait ce qui semblait être un doigt de géant. C'était littéralement un doigt momifié de géant. Il semblait vraiment organique. L'os était endommagé, comme s'il avait été mâchouillé. Il y avait aussi de la peau séchée, et l'angle était quelque peu détaché. Grégor était convaincu qu'il avait devant lui un véritable doigt de géant momifié. Il était tellement gros que proportionnellement, pour qu'une personne ait un doigt de cette taille, il devait mesurer entre 3 et 4 mètres de haut. Bien sûr, Grégor n'a pas pu emporter le doigt avec lui, mais il a pris quelques photos. Et comme vous pouvez le voir sur les images, Grégor a placé un billet de banque à côté de l'énorme doigt pour le comparer. Et bien sûr, personne ne sait où se trouve le doigt aujourd'hui. Bien évidemment! Mais Grégor a été tellement convaincu qu'il a passé le reste de sa vie à essayer de prouver l'existence des géants. Il a même étudié la Bible, les textes sacrés de la Torah, et énormément de mythes et de légendes anciennes. Mais il n'a obtenu qu'une seule photographie qui ne représente guère de preuves. En 2009, Grégor est même retourné dans l'espoir de retrouver Naguib ou l'un de ses descendants, mais en vain. Personne n'a jamais réussi à retrouver l'homme mystérieux aux doigts de géant. L'ombre des pyramides. Des scientifiques ont peut-être découvert le secret qui explique pourquoi les pyramides de Gizeh ne projettent pas d'ombre sur le sol, ou du moins au-delà de ses bases, et ce, pour une grande partie de la journée. Au-delà des levées et des couchers du soleil, l'ombre des pyramides ne dépasse pas généralement la pyramide. Et c'est un phénomène qui intriguait les observateurs et les chercheurs pendant des siècles. Presque tout dans ces structures est déconcertant, depuis leur vide et chambres mystérieuses jusqu'à la méthode de construction. Et l'un des problèmes que les scientifiques n'ont pas réussi à résoudre est de savoir comment les Égyptiens ont réussi à aligner les pyramides de manière aussi parfaite. Et bien que la pyramide de Khéops soit aujourd'hui un tout petit peu de travers, ses côtés sont encore exceptionnellement droits. Chaque côté mesure environ 231 mètres de long et chaque pointe est alignée parfaitement avec les 4 points cardinaux. Il est donc orienté nord-sud et est-ouest. Et selon l'ingénieur Glenn Dash, qui a d'ailleurs publié une étude approfondie sur les pyramides en 2017, les bâtisseurs ont aligné leurs monuments avec une précision d'environ 1/15 de degré. Sans les technologies modernes, c'est incroyablement impressionnant. Mais qu'en est-il des ombres? À partir du 1er siècle de notre ère, les historiens ont commencé à remarquer que les pyramides ne projettent pas d'ombre au-delà de l'espace où elles ont été construites pour la majeure partie de la journée. Les 3 pyramides sont connues pour leur ombre qui ne dépasse pas leur base au-delà des levées et couchers du soleil. L'absence d'ombre n'est pas due à une quelconque magie. Les pyramides de Gizeh sont simplement situées à une latitude de 30 degrés. Et tout cela s'explique par l'alignement incroyable et le génie des premiers bâtisseurs des pyramides. Et Glenn Dash a justement avancé une hypothèse sur la façon dont les Égyptiens ont créé des pyramides qui ne projetaient pas d'ombre au-delà de leur base pour la majeure partie de la journée. Il a tout d'abord mené une expérience en utilisant une longue tige pour suivre l'ombre telle qu'elle était projetée chaque jour. La tige lui a permis de suivre la trajectoire de l'ombre sur une période de plusieurs semaines. Et sa conclusion était donc que les Égyptiens auraient pu faire quelque chose de similaire. Ils auraient pu anticiper l'emplacement des ombres des pyramides avant de construire chacune d'entre elles. Tout ce dont ils auraient eu besoin, c'est une longue baguette et d'une journée ensoleillée, de plusieurs journées ensoleillées, et c'est une théorie très intéressante mais impossible à prouver. Personne ne sait vraiment comment les Égyptiens ont fait pour aligner d'une telle manière leurs pyramides. Le monolithe sous-marin. En 2015, des archéologues ont découvert un monolithe de près de 9 mètres de haut se dressant au-dessus du fond marin au large de la Sicile. Il a été trouvé à une profondeur de 36 mètres et ressemble tellement à Stonehenge qu'il pourrait réécrire tout ce que nous savons de l'histoire ancienne. Les chercheurs ne savent pas encore exactement à quoi ils ont affaire. On estime que le monolithe a environ 9300 ans. Et il semble également avoir été fabriqué en plusieurs parties, puis assemblé.
Pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un monolithe construit par l'homme et non d'un grand rocher au fond de la mer, les chercheurs ont confirmé l'existence de trous percés à la main dans la pierre. Ces trous ont probablement été utilisés pour des poteaux en bois afin de maintenir le monument debout. Et permettez-moi de vous rappeler quelques éléments de l'histoire de la région. Il y a 9000 ans, cette partie de la Méditerranée était au-dessus du niveau de la mer, mais plusieurs inondations ont changé cela à tout jamais, emportant tous les établissements de la côte. Il est très probable que ce monolithe ait fait partie d'une des premières civilisations du bassin méditerranéen, versée dans l'architecture et la construction. Cependant, les chercheurs ne savent pas quelle civilisation a construit le monolithe et comme on n'en a trouvé qu'un seul, il ne faisait probablement pas partie d'un établissement complet. Aucune fondation ni aucun bâtiment n'ont été découverts à proximité de l'objet. Il pourrait s'agir d'un lieu de culte isolé, tout comme Stonehenge en Angleterre. Et l'idée est qu'avant même la construction de Stonehenge, les populations européennes bâtissaient déjà des mégalithes. Et il se pourrait même que les bâtisseurs de ce monolithe soient véritablement eux le peuple qui aurait propagé la pratique dans toute l'Europe. Savoir universel oublié. Les cartes de tarot ont-elles vraiment quelque chose de magique, ou ne sont-elles que des cartes ordinaires utilisées par des charlatans pour duper les gens facilement impressionnables? De nombreux experts pensent que les cartes de tarot contiennent des connaissances universelles perdues il y a des milliers d'années. Les cartes de tarot, en réalité, sont apparues au début du XVe siècle en Europe, et chaque jeu de cartes se compose de deux parties principales, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et ce sont les arcanes majeurs qui renferment la majeure partie du symbolisme caché dans un jeu de tarot. Fais ça de lac de nerfs du coton. Leurs cartes étaient directement liées à d'anciennes traditions occultes. Et selon l'histoire, les cartes de tarot n'étaient pas utilisées à l'origine pour prédire l'avenir ou voir ce que le destin réservait à quelqu'un. La tradition occulte des cartes de tarot a été expliquée pour la toute première fois par l'écrivain et essayiste Antoine Court de Gébelin, dont certains disent qu'il était un franc-maçon. Antoine, dans son excellent ouvrage, pensait que les symboles figurant sur les cartes remontaient à l'Égypte ancienne. D'autres personnes s'intéressent au mystère ésotérique des cartes et répandent la rumeur dans la haute société. Et bientôt, des spiritualistes excentriques comme Eliphas Lévi se demandèrent si les cartes de tarot pouvaient être utilisées pour la divination. Et donc, d'un simple jeu de cartes, le tarot est devenu un moyen de révéler des secrets qui ne sont accessibles qu'à une personne dotée d'un don particulier. Athanasius Kircher a établi un lien entre les cartes de tarot et la table Isiaque ou table Bembine d'Isis, une ancienne plaque égyptienne de bronze, d'émail et d'argent. La plaque montre diverses images de personnes faisant des choses qui ne sont pas tout à fait claires. La déesse Isis se trouve au milieu de la tablette, mais il y a plus d'une douzaine d'images individuelles qui ressemblent étrangement à des images de cartes de tarot. Athanasius pensait que la table était associée à des rites secrets qui ont été traduits sur des cartes de tarot au Moyen-Âge. Mais personne ne connaît les véritables secrets des cartes de tarot, ni leur origine d'ailleurs. Et Kircher, quant à lui, n'avait pas la meilleure réputation à la fin de sa vie. Il a même prétendu qu'il avait cartographié l'Atlantide, rien que ça, et affirmait également que le manuscrit de Voynich était écrit dans une ancienne langue universelle oubliée par les humains modernes. Je ne dis pas vraiment qu'il avait tort, mais ces théories ont été discréditées par la plupart des historiens. Et ce très mystérieux temple antique était plus important que les pyramides aux yeux des pharaons. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.